Bonjour et bienvenue à ce midi-pile sur le thème de la transition climatique et justice sociale. Quel avenir pour le pacte vert européen? Merci d'abord aux intervenantes et intervenants de s'être libérés pour ce débat. Je vais simplement poser quelques éléments de contexte avant de vous donner la parole. Les changements climatiques dus au réchauffement de l'atmosphère posent un défi existentiel à l'humanité tout entière. Et donc c'est à ce titre-là que le Centre d'action laïque a décidé d'organiser ce débat, car le changement climatique nuit directement aux droits fondamentaux, en particulier des plus vulnérables dans la société. Donc les États sont engagés à maintenir la hausse des températures en dessous de 2 degrés et de mettre tout en œuvre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Tant l'Union européenne que ses États membres sont liés par l'ensemble des actes de droit international qui ont été posés, par le protocole de Kyoto, par les accords de Paris. Et le pacte vert est la traduction par les politiques européennes de ces différents engagements. Dans le même temps, se pose la question d'une transition énergétique, climatique, au sens large, qui respecte les exigences de justice sociale, car cela peut conduire à des augmentations du prix de l'énergie, au coût de l'isolation des logements, par exemple, qui peut être plus élevé et plus difficile à supporter par les plus vulnérables, des crises dans des régions qui sont dépendantes du charbon, par exemple, qui vont devoir avoir une transition industrielle, plus ces questions de solidarité internationale, car souvent les effets les plus dramatiques du réchauffement climatique se font sentir dans les pays les moins développés, qui sont également les moins responsables historiquement du réchauffement climatique. Donc, comment réconcilier ces deux objectifs de transition climatique et de justice sociale? Donc, nous avons les candidats francophones au Parlement européen et également au fédéral qui sont avec nous pour en débattre. D'abord, je commence de gauche à droite. Léa Charlet pour Écolo, Thomas Gillet pour le Parti socialiste, Laura Hidalgo pour le mouvement réformateur, Véronique Rigaud pour les engagés et Michael Verbowed pour le PTB. Donc nous allons, encore deux choses avant de commencer. Il y aura 4 minutes par intervenant. Et donc le débat est filmé. Il y aura un résumé du débat qui sera ensuite disponible en ligne et diffusé sur nos réseaux sociaux. Voilà, donc il y aura une trace de ce débat qui sera conservé et qui sera diffusé. Première question, quelle mesure de votre programme est la plus à même de concilier transition écologique et justice sociale? Madame Charlet. Je ne savais pas si c'était moi qui devais commencer. Ok, super. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je suis 3e sur les listes pour le Parlement européen. Du côté d'Écolo, en fait, c'est la base intégrale de notre programme. En fait, c'est qu'il n'y a pas de justice climatique sans justice sociale. Donc, c'est transversal dans toutes les mesures qui sont décrites dans notre programme et de ce depuis des années. On le sait et ça a été dit déjà dans l'introduction, donc je ne vais pas me répéter, mais quand même. On a une urgence sociale, on a une urgence climatique qu'on doit absolument régler de manière urgente. Et en fait, l'inaction qu'on voit en ce moment, elle est irresponsable. Elle va coûter des vies, elle va coûter énormément d'argent. Et donc, nous avons absolument besoin de passer à cette transition de manière rapide. Voilà, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que, et vous l'avez très bien dit, c'est que les personnes qui sont les plus touchées par les actions du dérèglement climatique, ce sont les personnes les plus précaires. On l'a bien vu, mais même ne serait-ce qu'en Belgique, à Verviers, les personnes, quand il y a eu des inondations, les personnes qui ont été les plus touchées ont été les ménages les plus précaires. Voilà. Donc nous, je vais vous donner une mesure qui pour nous est très très importante. Je pense que c'est toute la question en fait du logement.
On le sait en Belgique, c'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de logements qui sont mal isolés ou peu isolés. Et donc pour nous, il y a un objectif clair qu'avant 2030, tous les logements sociaux, en tout cas en Belgique, soient isolés. Et en 2050, tous les logements en fait, qui le nécessitent le soient. Il y a eu pas mal, en tout cas dans les 5 dernières années, des primes justement pour aider les logements à être rénovés. On a bloqué il y a eu notamment l'impossibilité d'augmenter les loyers des passoires énergétiques. Donc encore une fois, ça pour nous, c'est une mesure qui est à la fois très sociale et à la fois très juste climatiquement. Et puis je vais quand même en donner une deuxième, vu que je pense que j'ai un tout petit peu le temps. Je pense qu'il est hyper important aussi de taxer, par exemple, le kérosène justement, et d'investir massivement dans le rail, notamment le rail européen, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que les gens... voilà, ça c'est une petite mesure en plus, mais qui est extrêmement importante pour qu'on puisse avoir, qu'on puisse combiner justice climatique et justice sociale. Voilà. Je vous remercie. Thomas Gillet. Alors, merci beaucoup pour l'invitation et de mettre ces questions à l'agenda. Alors, pour le Parti socialiste aussi, cette question-là est en fait une question qu'on doit traiter de manière holistique, globale. La question même de la transition climatique et de la justice sociale, ça ne pourra se faire d'abord qu'au niveau global, parce qu'on sait qu'il y a un impact mondial et donc aussi au niveau européen, mais ce n'est pas une manière de se décharger, parce qu'évidemment, le niveau fédéral, le niveau régional et même le niveau communal devront participer à cette transition. Donc c'est vraiment un engagement général et... en fait, la mesure phare de notre parti, en tout cas, c'est pas une mesure phare, mais c'est d'avoir une planification écosociale. Parce qu'en fait, on ne peut pas simplement dire il faut tenir compte des enjeux climatiques et des enjeux sociaux sans avoir une approche générale et globale. C'est le logement, ça a été dit, c'est l'énergie, c'est l'emploi. On sait aussi qu'il va falloir réorienter un certain nombre d'emplois qui sont dans des secteurs qui sont extrêmement polluants, qu'il va falloir réorienter pour justement, notamment, rénover les logements, avoir des technologies qui sont beaucoup plus propres. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui sont vraiment fondamentaux, mais qui sont à conjuguer ensemble. On ne peut pas se contenter simplement de faire une partie et pas l'autre, parce que sinon on n'y arrivera pas. Ça nécessite aussi évidemment de réguler en fait le marché, notamment sur tout ce qui est agroalimentaire, sur tout ce qui est transport. Il va falloir aussi à un moment donné cadrer les choses pour pouvoir limiter. On voit que le conservatisme actuel et le libéralisme effréné, en fait, c'est en train d'être une des causes principales du réchauffement climatique, et qu'en plus, évidemment, ce sont les personnes les plus précarisées, comme ça a été dit juste avant, qui en payent le prix en premier. Donc ça me semble être un élément extrêmement important. Alors évidemment, on va tout de suite opposer à ça, oui, mais une transition comme ça va coûter cher. Ça va coûter très cher. Alors, ma collègue a raison. L'inaction coûtera encore plus cher à terme, donc c'est important de pouvoir investir maintenant et massivement. Il faut pouvoir sortir des règles d'austérité européennes de manière intelligente pour pouvoir orienter de nouveau les investissements dont nous bénéficierons tous à terme, parce qu'il faut pouvoir le redistribuer. Et pour l'instant, il va falloir investir. Ça veut dire aussi qu'il faudra aller chercher l'argent là où il est, et de l'argent, il y en a. Le Parti socialiste a été à l'initiative d'une taxation des capitaux et des personnes les plus riches au niveau européen. Et c'est par une fiscalité plus juste qu'on arrivera aussi à financer la transition sociale. C'est une forme, en fait, de branche de la sécurité sociale à l'environnement. C'est la même chose. Il faut que les pouvoirs publics et l'État s'emparent de ces questions-là comme des questions de santé de manière générale. Ce n'est pas un petit point à ajouter sur le reste. C'est vraiment une question à traiter de manière globale. Merci. Je donne la parole à Laura Hidalgo. Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Laura Hidalgo, je suis 4e sur la liste du MR et je suis contente de parler de ça parce que la jeunesse, vous l'avez bien vu dans les rues et même actuellement encore, elle pose aussi des questions sur la transition écologique. Donc pour nous, ce qui est important au niveau du MR, c'est que l'Union européenne redevient maître de son destin vis-à-vis de ses partenaires.
et qu'elle puisse aussi faire un focus sur l'autonomie stratégique. Sophie Wilmès le répète, et encore hier soir dans l'émission QR Code, elle l'a répété. Pourquoi ? Parce que ça doit être vecteur d'emploi, de recherche. Notre territoire doit être ce cœur, en fait. Il faut relocaliser des grandes chaînes de valeur. On l'a bien vu avec le Covid et aussi avec la guerre en Ukraine, qu'on est tellement dépendant dans beaucoup de ressources. Et alors que l'on a ici, et on doit justement ne pas avoir aussi des fuites de cerveau qui existent actuellement en Europe. Et aussi, on aimerait que l'Europe puisse investir plus de son PIB à la recherche. Donc, pour vous donner quelques chiffres que j'ai ici, l'Union européenne a fait 2,3% du PIB à la recherche, les USA 3,45% et le Japon 3,26%. Donc, ce n'est pas assez. Et pour nous, en tant qu'MR, nous voulons justement accentuer la recherche. Et ce sera par l'autonomie stratégique, mais aussi par les nouvelles technologies, donc l'intelligence artificielle. Nous devons être les leaders. Et je sais de quoi je parle parce que je travaille dans ce domaine-là. Voilà. Merci. Et maintenant, je passe la parole à Véronique Rigaud pour les engagés. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, je m'appelle Véronique Rigaud. Je pousse la liste pour l'élection fédérale pour Bruxelles. Voilà, en fait, je ne vais pas revenir sur le constat d'urgence climatique, on partage tout à fait ça. Il faut faire plus, il faut faire mieux et il faut faire très rapidement. Mais je me positionne vraiment en porte-à-faux par rapport au constat d'inaction. Parce que pour moi, à partir du moment où on a l'accord de Paris qui effectivement mettait la balise à 2 degrés, idéalement 1,5 degré, et puis cet accord de Paris, en fait, il faut savoir que dans le cadre des négociations internationales, il a été revu, disons plutôt que l'objectif a été ajusté, et donc maintenant la balise, elle est clairement à 1,5 degré. Ça veut dire que le constat international, il est là, et que derrière ça, en fait, il y a toute une série de mesures qui s'imposent, puisque cet accord international, il est légalement contraignant, et donc la Belgique est amenée dans ce cadre à mettre en place en fait un plan national énergie-climat. C'est une des grandes questions qui a été particulièrement problématique sous cette législature et qui n'est actuellement pas encore réglée, je le rappelle. Et par ailleurs, au niveau européen, en fait, l'Union européenne, elle a pris les choses en main par le biais de la commissaire, de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On a un pacte vert qui a été proposé en 2019 et qui a été mis en œuvre par le biais de toute une série de législations. J'ai refait le bilan ce matin, c'est juste impressionnant tout ce qui s'est passé sous cette législature. Aussi bien en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en termes d'amélioration du mix énergétique pour aider à lutter contre le réchauffement. Au niveau des industries, il y a des mesures. Au niveau de la taxation carbone, et on parle souvent de taxe carbone au singulier, mais en fait on devrait parler de taxe carbone au pluriel, tellement il y a de mesures à ce niveau. Et le volet social n'est pas en reste, puisqu'on a un mécanisme de transition juste qui a été mis en place, avec un fonds pour la transition juste qui est déjà en vigueur maintenant, et un fonds social climat qui va venir soutenir toute une série de mesures qui sont proposées notamment par nos collègues écolos ici, quand on parle de transport en commun, de rénovation des bâtiments, etc. Et donc voilà, il y a toute une série de mesures sociales qui vont être mises en place dans les années à venir. Par le biais du pacte vert. Et donc, voilà, parler d'inaction, pour moi, c'est vraiment pas correct. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est regarder de manière nuancée ce qui existe, ce qui est bon, ce qui peut être amélioré, ce qui doit être ajusté dans les années à venir pour veiller à ce que les citoyens ne soient pas en reste. Et pour nous, une des propositions phares, c'est vraiment d'aider à l'isolation des maisons. On parle de logements sociaux, bien sûr, il faut un plan massif de rénovation des logements sociaux, mais au-delà de
ça, il faut aider tous les particuliers à rénover leur propre maison. Pour ça, on a une mesure phare, c'est la fameuse mesure des 3 zéros dont vous avez probablement déjà entendu parler, hein, 0 frais, 0 tracas, 0 émission. L'idée, c'est d'avoir une sorte de prêt, et je mets prêt entre guillemets parce qu'en fait, c'est pas un prêt auprès d'une banque, mais c'est vraiment l'idée d'avoir un tiers investisseur qui vient aider à mettre les fonds à disposition pour ensuite faire en sorte que les logements soient rénovés et que tout cela puisse être remboursé dans un cadre socialement juste. Merci beaucoup. Et encore sur cette question, Michael Verbowed du PTB. Bonjour, merci aussi pour l'invitation. Alors la question c'est quelle est la mesure phare pour concilier transition écologique et justice sociale. Je vais y venir, mais je veux d'abord aussi faire comprendre notre logique, parce qu'on a une logique. Pour nous, c'est difficile d'isoler une seule mesure, parce qu'il y a toute une logique qu'il faut changer. On est dans un système économique capitaliste qui exploite à la fois les humains, qui épuise les humains, mais qui exploite et épuise aussi la planète. Et donc pour nous, c'est avant tout une question de système, c'est une question globale. Et c'est pour ça que dans notre vision, c'est vraiment toute une approche collective qu'il faut avoir pour résoudre les problèmes environnementaux dont on partage évidemment les constats qui ont été déjà dits ici. Mais c'est aussi grâce à un changement de système qu'on pourra concilier transition écologique et justice sociale. Donc notre but évidemment, et ça c'est assez clair dans notre programme aussi, c'est de garder une planète viable, vivable pour l'humanité, mais aussi pour toute la diversité, lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi protéger, améliorer la vie des gens. Et pour nous, les deux vont ensemble. Et c'est vraiment un thème prioritaire, puisqu'on a 1309 propositions dans notre programme, mais on identifie 4 thèmes prioritaires pour cette campagne, et le climat est un de ces 4 thèmes. Pour nous, c'est vraiment mais à la preuve que c'est un thème important pour nous. Mais par contre, il faut vraiment changer de cap si on veut réussir à concilier transition écologique et justice sociale. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, notamment dans les milieux populaires, écologie, c'est taxe, interdiction, c'est quelque chose de perçu comme négativement, alors qu'eux-mêmes sont fortement touchés, évidemment. Ça, on l'a déjà dit aussi par les dérèglements climatiques. Et pire, il y a une certaine vision parfois élitiste, moralisatrice, qui en fait aboutit en fait à dégoûter les gens et les couches populaires des questions climatiques et les pousse dans les bras des climato-sceptiques. Et pour nous, ça c'est vraiment dangereux parce qu'on prend justement le problème du climat à bras le corps. Et donc nous, on veut inverser la logique, c'est-à-dire qu'on veut plutôt faire de l'écologie populaire, prendre des mesures qui vont aider les gens et pas les enfoncer d'autant plus. Et donc c'est pour ça qu'on est assez critique vis-à-vis de toutes ces mesures taxatoires, les taxes vertes, taxes carbone, etc. Parce qu'on pense que ça va avoir l'effet inverse, à savoir dégoûter les gens des problèmes climatiques alors qu'ils sont concernés, et les pousser pire dans les bras des climato-sceptiques. Prendre aussi l'exemple de l'isolation des maisons. Donc on est évidemment d'accord que c'est une mesure importante, mais aujourd'hui, différentes régions du pays ont décidé de donner des amendes aux personnes qui n'isolaient pas leur maison. Alors qu'on sait aussi que c'est souvent les personnes des milieux populaires qui ont le plus de mal à eux-mêmes rénover leur maison. Donc ça, c'est une mesure qui, pour nous, ne va pas du tout dans le bon sens, qui va plutôt dégoûter les gens des questions climatiques. Alors si on a des dizaines de propositions sur ces questions-là, mais si je vais en donner une au niveau belge et une au niveau européen, et il me reste 1 minute pour le faire, c'est la question des transports en commun au niveau belge. Bon, évidemment au niveau européen aussi, mais je veux dire c'est une mesure qu'on veut mettre en avant au niveau belge. Aujourd'hui, on va faire le constat que les gens n'ont plus confiance dans les transports en commun parce qu'ils prennent un train, mais ils ne savent pas s'ils vont arriver à destination et quand ils vont arriver à destination, s'ils vont arriver avec du retard. Juste au mois de janvier de cette année-ci, il y a eu 6000 trains annulés. 6000 trains annulés, ça veut dire 6% de tous les trains qui roulent sur le pays. C'est comme si pendant 2 jours par mois, il n'y a pas de train qui roule. Ça, c'est la situation actuelle au chemin de fer. Et je ne vous parle pas des retards. Ça, c'est juste les trains annulés. Donc, les gens n'ont plus confiance. Et donc, nous, on pense qu'il faut un plan de relance pour les transports en commun. Je vais terminer. Et alors, au niveau européen, juste une mesure, je cite juste la mesure. Au niveau européen, c'est aussi la question des brevets sur les technologies vertes que nous, on pense qu'il faut annuler. Il faut abolir les brevets sur les technologies vertes. Il faut permettre à tous les pays, notamment du Sud, de pouvoir bénéficier des technologies vertes. Je vous remercie.
plusieurs questions très importantes ont été abordées pendant ces premières questions, en réponse à cette première question. Et notamment, d'un côté, bien sûr, le constat de l'urgence, l'importance des mesures encore à prendre, mais aussi les mesures qui ont déjà été prises, initiatives justement dans le pacte vert qui ont déjà été prises. En même temps, on entend souvent des appels aussi à une pause réglementaire, comme si les mesures déjà prises ou annoncées seraient déjà trop mauvaises pour l'économie, et donc automatiquement pourraient mener à un appauvrissement et donc ce qui est contraire donc à l'équité sociale. Donc ça nous mène vers une deuxième question. On peut un peu développer sur ces questions. Ces sujets sont un thème plus spécifique, plus précis, donc de comment concilier les exigences environnementales du pacte vert avec la politique de libre-échange, surtout en matière agricole. Donc, on a la question qu'en même temps, l'Union européenne mène une politique de libre-échange. Est-ce que, à votre avis, c'est une politique qui est conciliable et qui est, disons, conforme à ses besoins environnementaux, ou au contraire, on arrive ici à des contradictions qui sont... à certaines contradictions, surtout après dans la matière agricole, où on entend aussi, là au niveau, il y a un aspect qui est à la fois social pour le mode de vie et les revenus des agriculteurs, à la fois un niveau aussi important, bien entendu, pour la sécurité alimentaire et les questions donc, de prix des aliments. Donc ici, on a beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est une question assez complexe, mais voilà, si vous pouviez donc donner votre position donc, en 4 minutes également sur cette question. On va recommencer comme avant, faire le tour de table, avec d'abord le micro pour Léa Charlet. Ok. Oui, si la question c'est est-ce qu'on peut combiner l'exigence du pacte vert avec les politiques de libre-échange actuelles? Là, actuellement, non, on ne peut pas. Ce qui est proposé n'est pas tenable. La politique de libre-échange actuelle de l'Union européenne, c'est une politique qui est basée sur de la dérégulation et sur des cadeaux en fait aux grosses entreprises. Je veux dire, c'est une réalité. Voilà, nous, ça fait des années avec les Verts qu'on se bat contre ces politiques de libre-échange qui ne fonctionnent pas. On l'a dit, hein, là tout de suite, on vient tous quasiment de le dire, pardon, hein, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur cette urgence. Il y a des défis environnementaux et sociaux qui sont énormes. Et donc, on a une responsabilité, en fait, en tant qu'Union européenne, pour créer, en fait, et conserver des standards hauts à l'intérieur, mais également avec les pays avec lesquels on échange sur des questions de commerce, quoi. Pour moi, je suis persuadée que c'est un des leviers que l'Union européenne a pour pouvoir justement faire avoir un vrai impact en fait sur la préservation de l'environnement, quoi. Donc on doit mettre des standards hauts en termes de durabilité, en termes de protection de la nature, en termes de droits humains, et en fait ça passe par notre politique commerciale de libre-échange. Donc comment voilà, nous ça faisait partie des points qui sont très importants. En fait déjà aligner les traités de libre-échange avec les objectifs de l'accord de Paris, aligner les traités de libre-échange avec les objectifs du Green Deal. Et encore une fois, les objectifs du Green Deal, on a fait beaucoup, mais ils sont en train d'être détricotés. Et ce n'est pas du tout OK, en fait. Là, on parlait en disant on a fait beaucoup. On a fait un petit peu, ce qui est nécessaire, mais encore une fois, si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris, on ne doit pas faire avant 2050, on devrait être neutre avant 2040, l'Europe. Donc, il y a une réalité qui est... voilà, bref, pardon, je m'égare sur les points, mais voilà, nous, on veut faire un focus, encore une fois, sur le développement durable, sur la protection des droits humains et sur des règles de concurrence équitables pour les affaires de libre-échange, éviter, en fait, les rapports néocoloniaux qui existent avec les pays du Sud avec lesquels on fait ces échanges. On doit absolument travailler avec la société civile. C'est par exemple le cas, nous, avec les Verts au Parlement européen, on travaille énormément avec la société civile au niveau de l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? On doit faire plein de choses, hein. Bien entendu, on doit arrêter d'investir dans les énergies fossiles, on doit mettre des objectifs, et puis à un moment, il va falloir parler de ça aussi. Il faut
absolument qu'on change, et là je vais être d'accord avec mon camarade du PTB là-dessus, mais on a besoin de restreindre en fait l'utilisation des ressources. En fait, il y a un moment où il faut qu'on change de cap, et changer de cap, ça veut aussi dire en fait changer la manière dont on fait notre économie. Donc par exemple, mettre plus de circularité dans notre économie, moins utiliser des ressources, voilà. Et en dernière chose, c'est en fait avoir une vraie stratégie commerciale, enfin une nouvelle stratégie commerciale, mais qui inclut tout ce que je viens de dire. Donc, voilà. Donc moi, encore une fois, et on en a beaucoup parlé avec les agriculteurs ces derniers mois, mais en fait, c'est pas des mois, ça fait des années qu'on en parle. Et en fait, si on veut protéger nos agriculteurs, si on veut continuer de manger bien, qu'ils soient encore payés correctement et qu'ils puissent vivre, mais en fait, on a besoin d'avoir des standards qui sont clairs, élevés partout en Europe, pour qu'ils puissent être et qu'on continue de manger sainement et qu'ils puissent se payer. Voilà. Merci. C'est alors oui, il y a eu beaucoup de choses. D'abord, peut-être rebondir sur un ou deux éléments du premier tour. De rappeler quand même qu'il y a des choses qui sont faites, mais effectivement, c'est pas toujours assez, et c'est même souvent pas assez. On prend la mobilité, par exemple, à Bruxelles, l'abonnement est passé à la quasi-gratuité pour les jeunes. Ça devrait pouvoir s'élargir. En fait, il faut encourager les nouvelles politiques de mobilité, et il faut effectivement financer beaucoup plus tout ce qui est service public et transport public. Et il faut évidemment qu'il soit efficace pour que les gens puissent changer leur habitude, parce qu'on sait que c'est compliqué de changer les habitudes. Alors, je suis tout à fait d'accord, il faut un nouveau récit, en fait. Mais il ne faut pas un récit punitif. Alors, évidemment, je vais parler 2 fois de Paul Magnette. Une fois parce qu'il a théorisé ça dans son livre La vie large, que l'idée, en fait, ce n'est pas de punir les gens, mais c'est d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse vivre dignement, que tout le monde puisse profiter de la vie, et qu'on ne soit pas dans une stratégie ou un récit qui voudrait qu'on doive se restreindre sur tout. Alors, il faut voir évidemment comment on doit le faire, mais c'est ça qu'on doit offrir. Le monde politique doit offrir un avenir meilleur, pas à tenir des discours catastrophistes qui feraient en sorte ou punitifs, que les gens n'y adhèrent pas. Ça, c'est évident. Par contre, comment est-ce qu'on va y arriver? Il faut aussi sortir de la dynamique que ce sont les individus, eux seuls, qui vont sortir. Ça doit être des politiques publiques, ça doit être l'État. C'est la même chose sur la question du logement. Les primes... Mais ça, c'est toujours pour une certaine partie du public, ceux qui sont capables d'y accéder, ceux qui savent qu'elles existent. On sait à quel point il y a un non-recours au droit de manière générale, mais pourquoi est-ce que ce non-recours ne s'appliquerait pas aussi aux questions des primes à la rénovation? Donc il faut en fait des politiques publiques, et il faut des stratégies publiques qui permettent de mettre en œuvre cette transition sur le logement, sur la mobilité, etc. Et il y a déjà beaucoup qui a été fait, notamment en matière de logement à Bruxelles et en Wallonie. Il faut continuer et il faut intensifier ces efforts-là. Sur la question européenne, Paul Magnette, déjà en 2016, pour les accords de libre-échange, avait bloqué le CETA quand il était, si je ne me trompe, ministre-président wallon, le temps d'obtenir des garanties qu'on ait en face les mêmes exigences que celles que nous fixons nous-mêmes en termes de droit du travail, en termes de respect des droits humains. On voit aussi qu'il y a la question du devoir de vigilance au niveau européen par rapport aux entreprises et par rapport à comment est-ce qu'elles travaillent. L'Europe doit être un moteur à ce niveau-là. Mais quand on fait des accords de libre-échange, il faut absolument qu'il y ait des clauses miroirs. Il faut imposer les mêmes normes sociales, environnementales, de manière complètement généralisée. Un accord de libre-échange, ça ne doit pas être un système asymétrique dans lequel nous ferions des efforts, dans lequel nous serions pénalisés à la fin, sur tous les plans. Donc l'Europe doit absolument travailler là-dessus. Et ce n'est pas en faisant des pauses que ça fonctionnera. On voit qu'il y a un certain nombre de pays qui maintenant mettent le frein, on va faire une pause environnementale, ce n'est peut-être pas le moment. Non, je pense qu'il faut davantage soutenir en fait. C'est d'ailleurs ce que le PS a proposé de faire à la Chambre, notamment par rapport aux agriculteurs, avec toute une série de mesures pour faciliter leur travail. On parlait de la diminution de la charge administrative notamment, mais il faudra aussi un soutien fort dans le financement et dans l'aide qui est apportée pour aller vers cette transition. Parce qu'effectivement, ce n'est pas normal qu'un certain nombre d'agriculteurs ne soient pas capables de vivre dignement de leur travail. C'est quelque chose qui est inadmissible, en fait, dans une société comme la nôtre, aussi riche que la nôtre, qu'il y ait encore des gens qui ne puissent pas vivre de leur travail. C'est un véritable problème. Mais ça nécessite, encore une fois, des politiques publiques, des politiques qui aident à la transition plutôt que d'être dans la sanction ou dans la limitation des libertés des personnes. Voilà.
Merci. Laura Hidalgo. Oui, je vais quand même réagir à mon collègue sur la mobilité. La mobilité, oui, la gratuité, tout ce qu'on veut. Mais moi, je préfère payer un peu plus, mais avoir une mobilité efficace, une mobilité qui me donne envie d'y aller dans les transports en public et aussi un service qualitatif. Et ça, c'est aussi ce qu'il faut se poser la question aujourd'hui de notre société. C'est pourquoi les personnes n'utilisent pas plus les transports en commun et utilisent plus leur voiture ou autre chose. Donc ça, c'est déjà un point. Deuxièmement, pour le privé, donc pour les rénovations de bâtis, il y a encore jusqu'en octobre 2023, j'ai vérifié, il y avait la problématique que justement beaucoup de personnes demandaient des primes de rénovation du bâti, ça s'appelle Rénolution, mais il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Et donc ça a dû faire que maintenant les propriétaires doivent attendre ici l'année de 2024 pour avoir leurs primes. C'est pas facile, ça coûte énormément de rénover son bâti, mais c'est aussi à l'État de vérifier qu'il y a aussi les moyens, et les moyens rapidement, pour les propriétaires ou même pour les personnes individuelles. Pour revenir à votre question, il faut surtout renforcer la politique européenne, mais surtout avoir une clause miroir. Les clauses miroirs, c'est quoi? C'est qu'on puisse se conformer à nos normes européennes. Pour ça, l'EMR et Renew Europe, donc notre groupe parlementaire au niveau européen, c'est très important et ça doit être la base de tous nos accords de libre-échange. Et que quand on voit qu'il y a une brèche, que quand il y a quelque chose qui ne va pas, sanction rapide. Aussi, il faut respecter nos normes et il ne faut pas non plus voir le négatif du libre-échange. Le libre-échange, c'est plus de 35 millions d'emplois. Donc un emploi sur 6, c'est de l'exportation en dehors de l'Europe. Nous aussi, en Belgique, on est exportateur de plusieurs choses, dont par exemple les poires. C'est aussi de l'emploi, c'est aussi un vecteur positif d'avoir de l'exportation. Il ne faut pas voir ça négativement. Bien évidemment qu'il y a des accords de libre-échange où on peut se poser des questions, où on peut réflexionner. C'est notre but en tant que politique et il faut se remettre en cause. Mais de voir le négatif tout le temps, c'est pas la politique que j'aimerais avoir non plus en tant que jeune. Et opposer tout le temps deux choses en fait qui peut se rassembler positivement si on amène les politiques courageuses et que l'Europe parle aussi d'une même voix. Parce que ça, c'est aussi une problématique aujourd'hui, c'est qu'on est entre un projet économique, projet politique, et parfois l'Europe ne parle pas d'une seule même voix. On l'a bien vu dans certains dossiers. Et c'est pour ça qu'il faudrait plus de pro-européens au Parlement européen, en espérant qu'ici, le 9 juin, on n'aurait pas que des eurosceptiques, bien évidemment. Mais c'est au parti traditionnel, forcément, de pousser vers ça et aussi d'être bougé pour ce projet européen qui mérite tellement de défense. Voilà. Merci. Je passe la parole à Véronique Rigaud, donc pour les engagés. Oui, merci. Voilà, je m'inscris. Les engagés s'inscrivent tout à fait dans la ligne de soutenir des clauses miroirs et même peut-être d'aller un pas au-delà, c'est-à-dire d'envisager des mesures miroirs dans l'ensemble des réglementations qui sont en cours de mise en œuvre. En termes, je voudrais juste réagir à un petit point sur l'idée d'une neutralité carbone en 2040. Enfin, il faut arrêter de rire, en fait, il faut être réaliste. La transition de notre société, elle est en cours, mais à force d'exiger, de réclamer en fait plus d'ambition à un tel degré, en fait, on en vient finalement à se décrédibiliser. Donc si on pouvait déjà réussir à bien mettre en œuvre tout ce qui a été décidé jusqu'ici, en fait, voilà, les choses bougent, les choses avancent, mais voilà, il faut rester crédible aussi dans ce qu'on porte et dans ce qu'on pousse. J'entendais aussi une petite réaction sur l'économie circulaire. En fait, il y a une stratégie européenne sur l'économie circulaire dans le cadre de laquelle il y a déjà toute une série de réglementations qui ont été adoptées encore tout récemment sur les éco-emballages, sur les plastiques, la gestion des déchets. Donc voilà, il y a déjà plein de choses qui se font pour le moment et voilà, c'est pas le moment ici maintenant de commencer à essayer d'inventer des choses. Appuyons-nous plutôt sur ce qui existe et mettons en œuvre ce qui a été décidé jusqu'ici. C'est ça le sens de mon message. Je voudrais juste encore ajouter un point qui n'a pas été évoqué pour le moment, c'est la question
chapitre de développement durable dans les accords commerciaux. Donc nous, chez les engagés, on est en faveur des échanges, bien sûr, mais les échanges pas de n'importe quelle manière. Et donc, insérer des clauses miroirs de manière à s'assurer en fait qu'il y a des normes environnementales et sociales identiques pour la production de produits similaires, de manière à avoir un échange plus juste et plus équitable, c'est ce qu'on défend. Mais au-delà de ça, en fait, l'Union européenne, la Commission européenne, a proposé d'avancer sur les accords de libre-échange avec en fait un nouveau modèle commercial et qui est ici aussi, qui s'inscrit dans le cadre du pacte vert et qui est beaucoup plus respectueux de l'environnement et des gens. Et donc c'est vraiment cette idée d'inclure dans les accords commerciaux des chapitres en fait sur le développement durable qui soient contraignants. Et à partir du moment où ces chapitres de développement durable seront effectivement inscrits dans chacun des accords commerciaux négociés, en fait, on n'aura plus besoin de venir après avec des clauses miroirs, de réouvrir des négociations d'accords qui ont été mal négociés. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il est possible de concilier les exigences environnementales du pacte vert avec la politique de libre-échange en matière agricole? Réponse courte, non. On pense que c'est impossible. Réponse un peu plus longue, un peu plus développée. J'entends beaucoup parler de jeunesse et d'avenir ici à ma droite, mais j'ai l'impression que les idées néolibérales que certains défendent ici, elles ont prouvé, elles prouvent encore tous les jours qu'elles nous mènent droit dans le mur et que c'est vraiment des idées dépassées et du passé. La nourriture, aujourd'hui, elle n'est pas vue comme la production de nourriture n'est pas vue comme une manière de satisfaire des besoins primaires de la population, savoir se nourrir, mais c'est vu avant tout dans le marché agricole mondial comme un moyen de faire du profit. Il y a cette idéologie et cette logique néolibérale nous a vraiment dépossédé de notre approvisionnement alimentaire. Nous, en Europe, mais aussi beaucoup de pays du Sud, et c'est eux qui en souffrent davantage. Et de plus en plus, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a une poignée de multinationales qui contrôlent l'ensemble du marché alimentaire. Il y a 4 multinationales qu'on appelle A, B, C, D, parce que c'est les lettres les premières lettres de leur nom, qui contrôlent les 3/4 de la production céréalière au niveau mondial. Donc c'est vraiment gigantesque. Pour donner un exemple concret, Cargill, qui est une de ces 4, donc c'est le C de ABCD, c'est une entreprise américaine qui a littéralement divisé le monde en zones de production. Le Brésil, c'est le soja. La France, c'est l'huile de tournesol. La Côte d'Ivoire, c'est le cacao, etc., etc. Donc le monde est divisé en zones de production monoculture qui détruisent, qui sont mauvaises, néfastes pour l'environnement. D'une part parce que la monoculture détruit les sols sur place, mais aussi parce qu'il y a énormément de transport qui est lié à ça. Ça détruit aussi tout le tissu social dans ces pays-là. Et donc nous, on pense qu'il faut inverser la logique, et plutôt qu'avoir une pensée libérale, alors plutôt ce que nous on défend comme vision, c'est une vision de souveraineté alimentaire, où chaque continent ou sous-continent, chaque région mondiale en fait peut et cherche à satisfaire en fait ses besoins alimentaires, ses propres besoins alimentaires dans la mesure du possible. Et donc, c'est pas le PTB qui a inventé ce concept-là, hein, mais c'est une belle définition, je trouve, du mouvement paysan international, la Via Campesina, qui définit la souveraineté alimentaire comme le droit des peuples à une alimentation saine dans le respect des cultures, produites à l'aide de méthodes durables et respectueuses de l'environnement, ainsi que leur droit à définir leur propre système alimentaire et agricole. Et donc, au niveau européen, on pense que tous ces traités de libre-échange, que ce soit le Mercosur, que ce soit le CETA, que ce soit le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Donc l'Union européenne a un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas, je veux dire, en termes logiques, c'est l'autre bout de la planète. Donc il n'y a pas plus absurde de dire qu'on va aller produire des aliments en Nouvelle-Zélande qu'on pourrait produire chez nous et de faire du commerce entre ces deux parties du globe qui sont aussi éloignées les unes des autres. Ce n'est pas une question d'aménagement de ces traités de libre-échange. Il faut les abolir. Il faut les abolir. Ça, c'est vraiment... on rejetons vraiment ces traités de libre-échange. On a eu aussi une opposition très forte par rapport au CETA, avec tout le mouvement social, de nouveau. Voilà, je pense que ça, c'est l'essentiel par rapport à ce point-ci.
Bien, merci. Merci à tous les intervenants pour ces discussions. Maintenant, on a encore le temps donc d'avoir des questions du public et pour continuer ce débat. Donc, si dans les questions du public, merci de vous lever et de vous présenter avant de poser la question. Ah oui. Ah oui. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je m'appelle Lucie Baridez. Je travaille pour le Centre d'action laïque. Et je pose aussi ici ma question en tant que citoyenne concernée et qui a une certaine conscience écologique. En fait, il y a une question qu'on n'a pas trop abordée encore, c'est la question de la publicité de masse. J'aborde la question parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, quiconque a une conscience écologique est confronté à une forme de dissonance cognitive du fait qu'on peut, à la fois sur Internet, être confronté à un contenu qui va nous sensibiliser à l'écologie et dans la seconde après, un autre contenu qui va nous pousser à vouloir acheter un billet d'avion pour partir, je ne sais pas, au Pérou, à l'autre bout du monde pendant 2 semaines. D'autres contenus qui nous poussent vraiment à la surconsommation. Alors, j'ai l'impression qu'il y a à une certaine époque, c'était assez facile, entre guillemets, de lutter contre la publicité de masse parce qu'on pouvait en fait directement cibler la publicité qui émane directement des entreprises. Or, aujourd'hui, on est confronté sur les réseaux sociaux à de plus en plus en fait, d'influenceurs qui génèrent du contenu avec des... Moi, je ne retrouve plus le mot, mais en tout cas qui génèrent du contenu pour pousser à l'achat parce qu'ils ont des partenariats privés. Et donc, comment on fait, en fait? Est-ce que c'est illusoire de lutter contre cette publicité de masse en s'attaquant directement aux réseaux sociaux ou pas? Voilà. Merci. Donc, qui voudrait répondre en premier? Qui veut commencer? Bien, je pense que c'est une question extrêmement importante, mais qui touche de manière générale à la consommation. En fait, la publicité est un outil de consommation. Je pense que on a toujours eu dans le mouvement socialiste l'idée que c'était par l'éducation qu'on pouvait changer beaucoup, que ce soit l'éducation des jeunes ou l'éducation permanente. Et lutter en diminuant en fait l'usage des réseaux sociaux qui finalement est l'usage de la liberté d'expression, puisqu'en fait ces influenceurs utilisent ça en disant c'est une manière pour moi de faire usage de ma liberté d'expression et en même temps de faire la publicité de moyens de consommation. Parce qu'il faudra beaucoup plus travailler sur la question du consommateur lui-même et d'encourager à diminuer sa consommation, notamment pour ce qui est des produits qui sont néfastes au niveau de l'environnement, parce que ça c'est aussi un des enjeux. On voit qu'il y a une évolution sur le fait qu'on marquait, maintenant il y a les éco-scores qui prennent place aussi. On pourrait imaginer d'avoir en fait sur chaque publicité, à chaque fois qu'il y a des éléments de consommation, de rappeler à quel point ça a un impact sur la planète. On a déjà commencé à le faire, mais c'est quand même aussi quelque chose qui permet d'informer beaucoup mieux le consommateur sur l'impact de ce qu'il fait. Mais de nouveau, ça nécessitera des changements d'habitude. La limitation de la liberté de circulation qui est en débat autour de combien de fois est-ce qu'on pourra prendre l'avion ou pas, c'est aussi tous des enjeux futurs en termes d'organisation sociale, parce que de toute façon, pour l'instant, il faut comprendre qu'il y a une bonne partie de la planète qui ne prend quand même pas l'avion, parce qu'elle n'en a pas les moyens. Donc de nouveau, ça s'adresse qu'à une certaine partie de la population. J'entendais tout à l'heure ma collègue du MR qui disait oui, moi je préfère payer pour avoir un transport de qualité. Oui, parce qu'elle sait payer. La question, c'est évidemment facile de dire je préfère quand j'ai le choix et quand j'ai les moyens. Donc la question à ce niveau-là, c'est vraiment, à mon avis, de pouvoir faire changer les consciences plutôt que d'être dans une stratégie de restriction au niveau des réseaux sociaux, mais on va devoir le faire. Parce que, et c'est une des propositions notamment du Parti socialiste de réformer notamment tout ce qui est lié aux procédures pénales sur la liberté d'expression et notamment la haine sur les réseaux sociaux et l'anonymat. On va devoir réguler ce qui se passe sur les réseaux sociaux à un moment donné parce que ça a un impact sur notre société. Donc de toute façon, on pourra potentiellement aussi sur la question climatique voir comment est-ce qu'on peut l'encadrer, mieux informer les citoyens et les citoyennes sur ces enjeux-là en termes de consommation.
Merci. Peut-être Véronique Rigaud, puis Michael Boed. Pardon, vous étiez... Non, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la publicité a évolué. Parce qu'avant, en fait, la publicité a toujours existé. C'est une question qu'on se pose même en tant que Jeune MR. Donc là, c'est ma petite casquette de présidente de Jeune MR. Parce qu'en fait, auparavant, la pub en fait, était dans les journaux, était à la TV. Moi, je pose toujours la question, en fait, quand je suis avec des jeunes, qui a la TV chez soi? Il y a de moins en moins de jeunes qui l'ont. Et en fait, les entreprises ou même des indépendants ont un seul canal, en fait, c'est les réseaux sociaux. Alors c'est vrai, ça pollue énormément, enfin vous ne voyez que ça, mais il faut encadrer en tout cas la publicité mensongère, ce que fait l'Europe. Il faut aussi respecter les règles des consommateurs, ce que fait l'Europe aussi. Mais donc voilà, nous on est plus dans cette dynamique, mais je comprends aussi votre avis qui est que voilà, on voit trop de publicité, mais c'est parce qu'en fait on a de moins en moins de canaux. On a l'impression que c'est ça, mais il y avait aussi dans la TV, il y avait aussi dans les journaux, et voilà. Merci, donc on continue. Oui, je continue sur la ligne pour objectiver le débat. En fait, des études ont estimé qu'on est soumis à environ 1200 sollicitations publicitaires commerciales par jour. Ça veut dire que c'est énorme et c'est partout, tout le temps. Donc, c'est pas uniquement sur les réseaux sociaux, c'est la télévision, c'est dans la rue, c'est partout, tout le temps, en fait. On prend un transport en commun, il y a des panneaux d'affichage qui, d'ailleurs, consomment énormément d'énergie aussi. Et ça se généralise partout, ces panneaux électroniques. Donc, voilà, c'est un vrai fléau et c'est pourquoi c'est une des 111 propositions des engagés, en fait, d'en venir à supprimer complètement, mais de manière d'y aller progressivement, mais donc supprimer complètement la publicité commerciale de manière en fait à revenir à un mode de vie plus sain et moins sollicité en permanence par rapport à une surconsommation qui par ailleurs montre totalement ses limites. Oui, je pense que la question de la publicité, c'est vraiment un bon exemple de ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que c'est un problème de système. C'est-à-dire que les entreprises multinationales, en premier lieu, leur but, c'est pas de satisfaire nos besoins, c'est de faire du profit. Et donc, même si on n'en a pas besoin, elles vont essayer par tous les moyens de nous vendre des produits. Et donc, la publicité est un des moyens qu'elles utilisent pour, en fait, nous forcer à consommer alors qu'on n'en a pas besoin. Donc, c'est pour ça, vraiment, c'est une question de système à changer. Alors, avant d'arriver à ça, on pense qu'on peut déjà même aujourd'hui prendre des mesures très concrètes pour limiter l'impact de la publicité. C'est ce qu'on met aussi dans notre programme. Je prends l'exemple effectivement des panneaux publicitaires, notamment les panneaux publicitaires digitaux qu'il y a dans les transports en commun qui consomment énormément. Ma fille, quand elle avait 3 ans, elle s'était mise devant un écran digital et elle essayait comme ça de swiper, comme si c'était pour montrer à quel point, c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça a un impact. Ces écrans digitaux ont un impact. Donc, nous, on propose vraiment de les supprimer et de réduire drastiquement la place de la publicité dans l'espace public. Mais ce genre de réflexion doit aussi être menée dans tous les autres espaces où il y a de la publicité, comme ce soit les médias, ainsi que les réseaux sociaux. Merci. Encore relais à Charlotte, à cette question. Sur le micro. Merci. Oui, effectivement, la publicité, c'est un souci. Il y a eu plein de choses qui ont été mentionnées. Nous, il y a plusieurs propositions qui existent depuis longtemps sur la table depuis des écologistes. Pardon. Je donne des exemples, notamment en Europe. Il y a des endroits en Europe, des villes, qui sont gérées par des écologistes où en fait on a retiré toute publicité de l'espace public. Ça se passe très bien. Et c'est beaucoup plus agréable. Déjà, parce qu'on a des pollutions lumineuses, on a des pollutions mentales constantes. Et donc déjà, c'est une première piste qui pourrait être possible. On pourrait aussi instaurer, par exemple, des moments sans pub, dans le sens où ça, je sais que ça avait été fait en France, à un moment, ça avait été arrêté, c'est-à-dire qu'il y avait des périodes de temps, notamment qui étaient avec les enfants, où en fait, il n'y avait pas de publicité à la télé ou dans certains endroits. Et je reviens avec les taxes, bien évidemment, mais parce que là, pour le coup, moi, ça me semblerait logique, en fait, de taxer, en fait, la publicité et de taxer les GAFA MN maintenant, parce qu'on rajoute Netflix aussi à l'intérieur. Mais en fait, il y a un besoin que ces taxes, en fait, après, puissent financer la culture et la presse écrite. Parce que, vraiment, il y a un enjeu à ce que ces endroits qui ont été complètement définancés, et en fait aussi parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui continuent de s'informer sur des réseaux sociaux et des choses comme ça.
Donc nous, on a pas mal de choses aussi sur les pubs, dans les dernières choses. Et oui, parce que moi, je pense qu'il y a des fois où en fait, il faut interdire. Et oui, c'est pas toujours... je sais que les grands défenseurs de la liberté vont nous en vouloir, mais oui, il faut interdire des publicités qui sont sexistes, qui sont racistes, qui sont genrées. Il faut interdire aussi des publicités en fait sur des produits qui sont nocifs pour la planète. Je crois qu'effectivement, moi je suis une grande partisane d'interdire les pubs pour les SUV par exemple. Je pense que c'est une réalité et qu'il faut arrêter de... voilà, si les gens veulent consommer, c'est leur plus grand droit. On ne dit pas qu'il faut interdire le faire. Par contre, oui, non, je pense que ce n'est pas une nécessité pour la planète pour continuer de promouvoir ça. Donc voilà. Et puis de continuer avec le principe du pollueur-payeur, qui est quelque chose, voilà, tu pollues, tu payes. C'est quelque chose qui est assez nécessaire. Et moi, j'aimerais bien juste, tant que j'ai le micro, en fait, c'est pas... Je crois qu'il y a un moment, il faut peut-être arrêter de dire que les écologistes et les gens qui demandent un changement de paradigme ne sont pas réalistes. En fait, là, la radicalité et le pragmatisme, c'est justement de changer urgemment les choses. Là, ce qui est plus réaliste, c'est d'attendre et de se dire « Oh là là, ça va aller, on fait assez ». Ça fait des années qu'on demande que ça aille plus vite. Ça ne va pas plus vite. Et non, si on doit respecter les accords de Paris, bah oui, c'est 2040. Donc oui, nous, on demande que les choses soient appliquées. Donc nous, on aimerait bien que notamment, là, nos deux petits partis au milieu, là, fassent le taf, notamment au Parlement européen, et pour ces choses-là. Parce que, bon, j'aime bien me faire critiquer et d'être pas réaliste, mais j'aime bien qu'on rétablisse les choses aussi. Merci. Donc, je pense peut-être, on peut passer à la question. Donc, on va passer à la question suivante, monsieur. Oui, Roland Moreau, j'ai la chance de donner un cours d'introduction au développement durable à l'ULB, et je me disais que les étudiants, si vous avez eu en débat, là, ils seraient vraiment perturbés et perplexes. Alors, quelques rappels. 2015, c'est les 17 objectifs de développement durable et l'accord de Paris. Contraignant, je voudrais que vous en parliez. Pour moi, clairement, pas contraignant. Pas contraignant, donc ça c'est un vrai sujet, donc c'est limite contraignant liberté. Je voudrais vous entendre là-dessus. Le Green Deal, c'est la mise en pratique au niveau européen des accords de Paris, mais surtout des objectifs de développement durable. Et l'Europe, via Ursula von der Leyen, parle d'une seule voix. D'une seule voix. Vous souhaitez qu'elle le fasse, c'est fait en 2019. Ça devrait s'appeler la seule stratégie de croissance de l'Europe. Et stupidement, on a appelé ça le Green Deal. Et aujourd'hui, on s'en mord les doigts. Pourquoi on n'a pas dit le Social and Green Deal? Okay? Parce que maintenant, c'est un plaisir de tirer sur l'ambulance. Alors, le commentaire, c'est que, et je vais prendre Alexander De Croo, bon, c'est VLD, il va se pavaner, comme tous les premiers ministres belges, à la tribune de l'ONU pour dire « Regardez comme on est beau », dans notre mise en pratique des objectifs de développement durable. Tout le monde est OK avec ça. Et puis, en même temps, dans l'institution et le programme qui permet de le mettre en œuvre, il dit on va faire une pause. C'est pas possible. C'est vraiment se décrédibiliser. Bon, au nom de quoi? De la liberté, qui est pour moi aussi une valeur fondamentale. Et je termine là-dessus. Je voudrais vous entendre donc sur le paradoxe limite, contrainte, liberté. Et j'ai eu le plaisir, quand j'étais au Conseil économique, social et environnemental wallon, de dialoguer avec Georges-Louis Boucher. Et la discussion était, je comprends parfaitement de pousser à la liberté, mais est-ce que vous pouvez accepter l'idée qu'une liberté, pour beaucoup de gens, pour tout le monde, aujourd'hui, sur pas mal de plans, ça signifie de facto que vous réduisez la liberté de vos enfants et de vos petits-enfants. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu peux me donner ton numéro de GSM parce que je voudrais discuter? Ça signifiait donc qu'il n'était pas complètement prêt à répondre, et comme il est très intelligent, il se dit on va en parler. Voilà, est-ce que vous pouvez commenter ces points? Merci. Qui veut commencer sur cette question? Une réponse prête? Véronique.
peut commencer par là. Alors, effectivement, l'accord de Paris, il est légalement contraignant. Alors, légalement contraignant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un accord international qui est le fruit d'un consensus à 194, si mes souvenirs sont bons, 195 pays. Un consensus international, ça veut dire un compromis auquel tout le monde s'engage. Et après, l'accord de Paris est entré en vigueur à partir du moment où, je ne me souviens plus des quotas précisément, mais autant de pays l'ont en fait décliné en loi nationale. Ça veut dire que chacun des parlements des pays a posé un acte qui reconnaît en fait l'accord de Paris et qui s'engage à le décliner sur son territoire. Et donc ça devient légalement contraignant à partir du moment où chacun des pays s'implique à son niveau, l'accord est internationalement en vigueur et les pays s'y engagent. Et donc ça veut dire que aussi, dans le cadre de l'accord de Paris, en fait, il y a toute une série de mesures de mise en œuvre qui sont convenues. Et en particulier, en fait, ce qu'on appelle le Global Stocktake, moi je ne vais pas entrer dans les aspects plus techniques, mais un état des lieux de où on en est par rapport à la mise en œuvre de tous les plans nationaux climat tous les 5 ans. Et donc ce grand état des lieux, il a eu lieu en fait lors de la dernière COP fin 2023. Ce qui en ressort, c'est que l'ensemble des efforts de tous les pays ne sont pas suffisants, mais il y a quand même des choses qui se passent. Et donc voilà, on ne peut pas non plus considérer que... Désolé de vous interrompre, mais contraignant, ça veut dire qu'il y a des sanctions. Et il n'y a pas de sanctions pour les pays. Et c'est donc ce contraste entre la soi-disant contrainte au niveau international et le refus de mettre des contraintes au niveau individuel dans les pays. On est dans un cadre de diplomatie internationale. Oui, mais tout à fait. On est dans un cadre de diplomatie internationale qui, de facto, ne peut pas mettre de contraintes. Lors de la négociation de l'accord de Paris, il faut rappeler l'étape de la négociation de Copenhague. Copenhague a été un échec. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ce qu'on voulait, c'était... ce que certains pays voulaient, c'était un accord vraiment... contraignant, mais dans le sens plus fort du terme. Et à ce niveau-là, clairement, il n'y avait pas de consensus international. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut attendre les sanctions, l'accord idéal, mais du coup l'attendre éternellement? Ou bien est-ce qu'on veut un accord et de façon pragmatique, toute une série de mesures qui en découlent et qui font avancer les choses dans le bon sens. Et donc voilà, c'est vraiment à ce niveau-là que les engagés se situent. On est dans la nuance et on est dans le pragmatisme, et ça me permet aussi de répondre à la remarque sur la radicalité. En fait, on peut être aussi radical qu'on veut. Quand on est radical, on est dans son coin où on est avec les autres radicaux, mais on n'est pas dans le compromis et on n'est pas dans l'action et la mise en œuvre du changement. Nous, ce qu'on veut, c'est le courage de changer, c'est-à-dire le courage de dialoguer avec les uns et les autres, de s'appuyer sur des faits, sur des chiffres, regarder ce qui se passe, regarder ce qui existe et ensemble faire avancer les choses. Encore d'autres questions? Je pense pas. Léa Charlotte. On continue avec la Charlotte sur la question, donc on ne passe sur la question du... Mais en fait, les chiffres, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un rapport du GIEC, il y a quand même plusieurs, il y a des chiffres, hein. Enfin, je veux dire, les rapports du GIEC, ils existent, ils donnent des solutions et ils disent où est-ce qu'on en est. Alors oui, je vous rejoins, ça avance, heureusement, mais ça avance pas. Ça avance aussi parce que nous, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle, quoi. Ça fait un petit bout de temps qu'on essaie de pousser. Et alors, la radicalité, je vais revenir à la définition, c'est aussi la question de reprendre les choses à la racine et de faire avancer les choses. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter avec les gens, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir et qu'il ne faut pas faire des accords. Mais évidemment, on parlait là de la question des limites, de la contrainte, de la liberté et tout. En fait, ça fait combien de temps qu'on essaie d'avoir on dit, oui, on va encourager. On encourage. Alors, c'est super, hein. Alors moi, je veux dire, je viens aussi, j'ai la double nationalité, je suis française. Nous, on a actuellement un ministre qu'on appelle tout le temps Bruno Demande, parce que Bruno Le Maire demande. Alors, il demande beaucoup, mais ça ne fait rien avancer du tout. Quand on incite, en fait, malheureusement, il y a des forces qui ne font pas, qui bloquent et qui ne font pas avancer les choses. Donc oui, moi, je pense qu'il y a des questions qui doivent être contraignantes. Et je vous rejoins tout à fait sur la question de, en fait, la liberté des uns. Moi, j'utilise tout le temps cette phrase de Voltaire. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut l'utiliser. C'est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Enfin, vraiment, ou c'est Rousseau, je me trompe plus. C'est Rousseau alors.
Je me suis trompée, pardon. C'est moi qui me plante, mais voilà, pardon. C'est mon cerveau qui bug, mais toujours, moi je dis toujours cette phrase, en tout cas, c'est que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Et donc là, il y a un vrai souci quand on parle de liberté, mais qu'à côté, en fait, on est en train de, pardon, je suis désolée d'être alarmiste, mais quand même, de détruire des espaces de vie de certaines personnes, oui, moi je pense que c'est fondamental qu'on avance plus vite. Les chiffres, encore une fois, qui sont donnés, 2100, si on ne change pas les choses, l'Espagne, à 70%, sera un désert. Donc oui, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on avance et que le pragmatisme, en fait, c'est d'avancer de manière rapide et plus vite et de ne pas seulement faire de l'incitation. Et je rejoins tout à fait la question quand on parlait de Alexander De Croo, qui en plus va aller détricoter tous les accords qui ont été faits avant. Quand on a quelqu'un qui actuellement est à la tête du Conseil européen et de la présidence tournante de l'Union européenne et qui va détricoter la loi de la restauration de la nature sur les côtés, alors qu'il y a un accord qui a été mis au niveau du Parlement, au niveau du Conseil, au niveau de la Commission européenne, et qu'on a quelqu'un à la tête de la présidence tournante qui est en train de tuer cet accord, moi je trouve ça terrible en fait. Je trouve ça terrible et je trouve ça très inquiétant qu'on soit en train de se reposer sur nos lauriers en se disant on va faire une pause. Non, en fait. Vraiment, je suis désolée. Et moi aussi, j'ai envie qu'on vive bien. Mais j'ai envie qu'on vive bien maintenant et j'ai envie qu'en fait, nos enfants puissent vivre bien après également, quoi. Thomas, ensuite. Alors, puisqu'on convoque les philosophes, parce que je n'avais pas de souci, mais comme professeur de philosophie, c'est un peu mon dada, mais c'est l'opposition historique en fait entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. Est-ce qu'on exerce la liberté au sens collectif du terme, ou bien est-ce qu'on exerce la liberté en disant qu'il faut minimiser un maximum les contraintes? Je pense qu'on voit qu'on est arrivé aujourd'hui aux limites de la liberté des modernes et du libéralisme et de son penchant du néolibéralisme. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on voit bien que ce qui se développe le plus aux États-Unis, c'est le mouvement libertarien, avec des gens comme Elon Musk qui considèrent qu'il ne faudrait mettre aucune limite aux libertés individuelles, ce qui est évidemment catastrophique. Donc il faut réapprendre à exercer la liberté de manière collective et dans un intérêt commun. Ça, c'est une pratique démocratique en fait, qui est essentielle. Alors évidemment, ça prend du temps. On a besoin de temps, il faut laisser le temps aux gens de s'investir là-dedans. Donc c'est aussi pour ça que mon parti milite pour une réduction collective du temps de travail pour pouvoir s'investir dans le processus démocratique. C'est aussi pour ça qu'il faut encourager la pratique de la philosophie de la citoyenneté à l'école en ayant, mon parti aussi propose 2 heures et je pense que le Centre d'action laïque défend cette idée-là aussi. Il faut absolument insister sur ces éléments-là. La démocratie, ça s'exerce, la démocratie et les libertés, ça s'exerce en commun, dans l'intérêt commun. On ne parviendra à fixer les limites à nos libertés que dans ce cadre-là. Et c'est valable évidemment pour les questions environnementales. Donc là, je rejoins évidemment ma collègue. Il y a un certain nombre de limites que les États vont devoir mettre en place. Compter exclusivement sur les libertés individuelles et sur l'autonomie individuelle pour le faire, dans une perspective complètement libérale et de moralisation des comportements individuels, parce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Soit on essaye d'inciter, ce qui est positif, soit on culpabilise, ce qui ne sert à rien. Il faut des politiques publiques. Il faut replacer l'État et les États au centre. Alors ça, évidemment, ça nécessite de voter pour que les représentants politiques soient dans cette optique-là. Aujourd'hui, malheureusement, effectivement, on a comme Premier ministre un libéral qui a décidé qu'il allait faire exactement le contraire. Donc en fait, c'est quels sont les projets politiques et quels sont les partis politiques qui vont réellement défendre l'intérêt collectif. Ça, c'est la question que vos étudiants devront se poser au moment où ils devront voter, de se dire, mais en fait, finalement, qui défend réellement ces intérêts-là? En général, les partis qui vont défendre que c'est l'État qui doit planifier cette transition au profit de tous et pas uniquement de quelques-uns. Merci. Michael Verboed. Oui, cette question liberté, contrainte, j'ai toujours envie de poser la question pour qui? Liberté et contrainte pour qui? Et là aussi, je pense qu'il y a, je reste marxiste, donc une question de classe. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, ce que je constate, on a parlé tout à l'heure sur la question du libre-échange, c'est que pour les multinationales, c'est la liberté, c'est de plus en plus de liberté de faire du commerce. On essaie d'abolir toutes les réglementations pour augmenter le libre-échange et le commerce mondial. Ça aboutit à la destruction de la nature, ça aboutit à l'épuisement aussi de l'humanité, l'exploitation de l'humanité. Et par contre, pour les gens, il y a de plus en plus de contraintes. Je prenais l'exemple tout à l'heure, on parlait beaucoup de rénovation, mais donc je suis content d'entendre qu'il ne faut pas punir les gens, mais
Mais aujourd'hui, à Bruxelles, en région flamande, et je pense en région wallonne aussi, si on ne rénove pas sa maison, on a une punition. Donc, c'est là où il y a toujours un double standard. Il y a de plus en plus de libertés qui sont données aux puissants, aux multinationales, tandis que pour les gens, c'est de plus en plus de contraintes. Et moi, je pense que cette logique-là, il faut l'inverser. Avec le PTB, on pense que cette logique-là, il faut l'inverser, c'est-à-dire qu'il faut contraindre davantage les multinationales. Et alors, nous, on pense qu'il faut faire confiance aux gens en leur offrant des alternatives. Que ce soit en matière de transport en commun, j'en ai parlé, en matière de rénovation, par exemple, plutôt que de punir les gens et de mettre des amendes s'ils ne rénovent pas leur maison, nous propose un système de tiers payant. Donc on a en fait la théorie d'avoir une banque publique, Belfius, qui est aux mains de l'État, mais qui est totalement dans une logique de recherche de profit, mais plutôt on pourrait réorienter cette banque-là, faire en sorte que cette banque avance l'argent aux personnes, notamment des couches populaires, pour rénover leur maison. Et grâce aux économies qui sont réalisées en matière d'isolation, en fait, petit à petit, on peut rembourser le prêt qui est fait comme ça. Donc les gens ne doivent rien avancer, c'est la banque publique qui avancerait cet argent-là. Mais ça, c'est un exemple, mais c'est pour montrer que voilà, on pourrait du coup contraindre Belfius et réorienter le Belfius, qui est en fait une banque aux mains de l'État. Elle est à 100% aux mains de l'État, vers vraiment une banque publique avec une aide pour les gens, et aider les gens et donc moins les contraindre. Voilà. Merci. Et encore Laura Hidalgo sur cette question. Oui. Premièrement, pour ce qui est de la pose d'Alexander De Croo, ce qu'il disait surtout, c'était qu'il y avait un agenda très strict et qu'il y avait dans certains secteurs, on savait très bien que ça allait être très difficile de respecter à 100% l'agenda au niveau de la décarbonisation, des émissions de CO2. Donc parfois, il faut aussi avoir un agenda très strict. On est tout à fait d'accord à Renew Europe, mais parfois, il faut être aussi réaliste et aussi... enfin voilà, je préfère qu'on ait un agenda, on va dire, pragmatique. Quand même, on a quand même voté 70 textes au niveau du Green Deal, si je ne me trompe pas. Et pour tout ce qui est liberté et contrainte, bien évidemment, il faut du bon sens. Il faut du bon sens. Moi, je vais parler d'un cas très microcosme, en fait, de Bruxelles, mais c'est le plan Good Move. Le plan Good Move, où en fait, le plan, on le dit au maire, le plan est très positif. C'est quoi? C'est de réduire le fait d'utiliser sa voiture, d'utiliser plus les transports en commun, de marcher plus, enfin tout ça. Le problème, c'est l'application, en fait. Parce qu'on n'a pas été prêts, parce que les citoyens n'ont pas été prêts, parce que, en fait, on a posé des mesures qui étaient complètement incompréhensibles et qui ont amené plus de contraintes aux personnes que vraiment une meilleure liberté. Mais qui n'a pas envie d'être dans l'écologie? Qui n'a pas envie de vivre dans une meilleure planète, de vivre mieux? Tout le monde a envie. Et c'est pour ça qu'il y a aussi l'application de la prime Révolution qui a eu un succès énorme, mais où, en fait, ça prend beaucoup de temps pour les citoyens d'avoir cette prime. Parce qu'il faut un agenda, et je suis d'accord, strict, mais réaliste, et que l'État soit derrière, que de commencer à prendre des mesures où l'État, en fait, est défaillant, et en fait, ça amène plus de négatifs pour les citoyens qui vont faire, comme l'a dit mon collègue du PTB, un rejet, en fait. Et ça va être l'écologie punitive, et c'est pour ça que écolo, parfois, doit se justifier 2 fois, 3 fois sur certaines mesures, parce qu'on le voit négativement, alors que, franchement, parfois, c'est positif. Pour ce qui est de Georges Luboucher, je le connais depuis quand même des années. S'il vous a dit qu'il voulait discuter avec vous et vraiment, voilà, face à face, c'est parce qu'il veut prendre du temps avec vous. Franchement, franchement, on pourra dire n'importe quoi sur Georges, mais c'est quelqu'un qui discute avec tout le monde, tout le temps. On peut pas l'arrêter, jamais. Donc vraiment, c'est pas genre, voilà, il voulait pas répondre parce qu'il a une réponse toujours à tout. Je pense que vous l'avez déjà invité ici et vous l'avez déjà entendu. Merci. Donc on a encore du temps, un peu de temps pour une dernière question, s'il y en a une. Encore dans le public, oui. Voilà. Déjà, merci à toutes et tous, parce que je trouve que c'est vraiment un chouette débat. Je trouve qu'on ressent vraiment l'ADN un petit peu de chaque parti. Et donc, évidemment, ça nous nourrit. Donc, moi, c'est Lionel Rubin. Je travaille au Centre d'Action Laïque, mais on travaille dans le plaidoyer. Donc, ça nous nourrit vraiment. Et moi, je voulais rebondir sur la question de monsieur, sans doute peut-être avec un peu moins de justesse et de moins de technique, mais je crois que ça a un lien. Parce que si on part, effectivement, il y a eu le débat sur est-ce qu'il faut faire plus ou s'arrêter à ce qu'on avait décidé. Si on part de la feuille de route du pacte vert européen, de ce que j'ai entendu, alors sans doute que les chiffres peuvent être ajustés, etc., mais on est à 1000 milliards par an sur 25 ans d'investissement nécessaires en Europe.
ça nécessite forcément d'investir. À côté de ça, on a le traité de Maastricht et les règles budgétaires européennes qui ont été assouplies durant la pandémie pour faire face effectivement aux nécessités de sortir de cette pandémie. Et donc, je voulais savoir, un petit peu vous entendre sur cette position de cette nécessité, à mon sens, j'imagine, si on veut au moins avancer dans cette feuille de route, d'immuniser en fait les investissements verts, certains. Et comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va ces futures années, vous qui allez sans doute travailler sur ces matières européennes, comment est-ce qu'on va faire en fait, vu la réalité budgétaire européenne, les contraintes qui vont réarriver, parce que je pense que dans le courant du mois de juin, ces nouvelles contraintes qui ont été assouplies il y a 3 ans en fait vont revenir. Hein. Comment est-ce qu'on va faire en fait pour investir dans ça et tenir du coup cette feuille qui est le minima en fait pour essayer de continuer à avoir une Espagne avec 50% de désert et pas 70%. Voilà, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Justine Bolsen, je travaille aussi au Centre d'action laïque et je travaille plus spécifiquement sur les dossiers liés aux droits des femmes. Et c'est vrai que ça, c'est pas encore une question qu'on a abordée. Et donc, je me disais, comment est-ce que vous liez les droits des femmes et des mesures que vous pourriez prendre pour lutter face à cette urgence climatique? Des exemples assez simples. On sait qu'il y a une raréfaction de l'eau, ce qui impacte énormément de déplacements qui vont souvent être faits par des femmes. Il y a des déscolarisations qui vont se produire et même augmenter de plus en plus parce qu'elles vont devoir aller travailler dans, par exemple, un champ, parce que ça va être de plus en plus dur d'arriver à avoir des produits qu'on peut vendre. Et du coup, une déscolarisation peut amener évidemment à plus de violence dans une situation familiale, à des mariages forcés, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup d'exemples, et du coup, je pense que ce serait intéressant de vous entendre sur ce point-là. Nous avons encore 2 questions très intéressantes et très vastes pour nos intervenants. Mais voilà, donc on a qui veut commencer sur ces questions, qui est prêt pour répondre? Thomas G. Merci. Alors il y a les 2 points. D'abord sur la question plus économique, on voit que quand il y a une urgence, on l'a vu avec la pandémie, on l'a vu avec l'agression par la Russie de l'Ukraine, on sait débloquer des moyens. Donc la question, c'est celle des priorités. Alors évidemment, comme la question du changement climatique qui apparaît comme étant plus diffus, on a moins l'impression que la menace est imminente, et donc on se dit c'est pas une priorité. Donc la difficulté, c'est qu'il y a, en tout cas aujourd'hui, on sent que de plus en plus, parce qu'il reste des climato-sceptiques, mais qu'il y a une prise de conscience du problème, mais comme la menace n'est pas imminente, on a du mal à s'en emparer directement. Donc ça, c'est un des gros enjeux de nouveau en termes d'éducation, et je parle d'éducation permanente, ça c'est une responsabilité un peu générale, d'arriver à prendre conscience que c'est une urgence, et que donc il faut pouvoir immuniser les investissements, mais il y a une urgence sociale aussi. Il faudrait pouvoir immuniser les investissements là-dessus aussi. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, on sait que les 3%, ça a été écrit sur un coin de table, qu'on a mis une norme comme ça pour dire qu'il fallait 3%, mais on pourrait investir plus. Et en fait, la question qui est de dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va laisser on va laisser des dettes aux générations futures. Oui, mais en fait, les dettes, il n'y aura plus de générations futures. Il n'y a pas d'avenir, en fait, si on continue à fonctionner comme ça au niveau planétaire. Donc, investir et immuniser les investissements sur ces questions-là, c'est essentiel, il faudra le faire, comme on l'a fait pour d'autres urgences, et je le répète, de l'argent, il y en a. Donc il faut arrêter de dire il n'y a pas d'argent, on ne sait pas financer, il y a de quoi financer. On trouve de l'argent pour payer des obus, on trouve de l'argent pour fabriquer des armes, pour acheter des armes, on peut trouver de l'argent pour financer la transition écologique et sociale, c'est évident. Et on peut faire les deux quand on a besoin d'avoir des armes pour se défendre. Ça, c'est évidemment encore un autre enjeu. Sur la question, évidemment, du droit des femmes, mais de nouveau, on est sur la question des personnes les plus précarisées. Et parmi les personnes les plus précarisées, il y a encore des personnes encore plus précarisées que sont les femmes. Et alors, il y a encore les femmes étrangères, etc. Donc, plus vous êtes déjà précarisés, plus ça renforce. Mais effectivement, les femmes sont les plus précarisées parmi ces populations-là. Donc, c'est un enjeu fondamental de financer, quand on parle de financer la transition juste et une transition sociale juste, c'est aussi pour protéger les droits des femmes. Alors on a vu que c'est très bien, l'Europe a voté sur la question de l'IVG pour le protéger, c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toutes les notions socio-économiques. Oui, tout n'est pas parfait, effectivement. Exact, oui, mais
on parlait d'étapes. On peut parfois se réjouir quand il y a quelque chose qui est positif, même si ce n'est pas encore tout à fait accompli. La réflexion derrière, je pense que c'est prendre conscience en fait en permanence que ces problématiques ne sont pas des problématiques individuelles, sont des problématiques systémiques, on l'a répété plusieurs fois, et il faudra sans doute porter une attention particulière, encore une fois, à la question de l'émancipation, et notamment l'émancipation pour les femmes, tant sur le plan socio-économique que sur le plan socio-culturel, parce qu'elles seront les premières victimes parmi les personnes les plus précarisées du changement climatique, et elles le sont déjà, et c'est une attention particulière sur laquelle il faut travailler. Non, je suis vraiment d'accord avec la première question. Enfin, d'accord avec la question. Je suis vraiment interpellé par la question aussi parce que récemment, il y a la restriction, enfin, le retour de l'austérité budgétaire a été décidé sous la présidence belge, donc au niveau européen. Donc les mesures d'austérité budgétaire avaient été gelées ou suspendues pendant le Covid. Maintenant, ça va de nouveau être d'application. Et est-ce que vous savez combien de pays seraient capables d'investir suffisamment pour respecter l'accord de Paris en respectant en même temps les règles budgétaires européennes, au niveau européen? Combien de pays? Ouais, il y en a 4. Ouais. Donc 4 pays. Il y a 4 pays qui sont en fait des pays aussi assez petits comme le Danemark ou la Lettonie et l'Irlande, je pense, qui seraient capables à la fois de respecter les règles budgétaires européennes, les règles d'austérité européennes, et d'investir suffisamment pour lutter contre le réchauffement climatique, pour respecter l'accord de Paris. Ça, c'est une étude de la New Economic Foundation. Donc la Belgique, c'est incapable, donc tous les pays importants de l'Union européenne, économiquement je parle, et la Belgique en fait aussi partie, sont incapables de respecter les règles budgétaires européennes d'austérité et d'investir pour la transition écologique et la justice sociale. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, au PTB, on est clair qu'il faut supprimer ces règles d'austérité budgétaire, réformer aussi, c'est un peu technique, mais les SEC, les règles comptables SEC 2010. Et là, je suis aussi d'accord avec le représentant du Parti socialiste, c'est qu'il y a de l'argent. On a des pays immensément riches, l'Europe est un continent immensément riche. Rien qu'au niveau belge, si on fait la proposition du PTB de taxe des millionnaires, c'est 8 milliards d'euros qu'on peut notamment réinvestir dans les transports en commun. Si on supprime certaines niches fiscales qu'il y a au niveau belge, uniquement c'est 4 milliards d'euros par an qu'on pourrait récupérer dans le budget de l'État, qui serait de l'argent nécessaire qu'on pourrait investir pour la transition écologique. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, il y a moyen de réorienter une série d'investissements. Belfus est un exemple. On pourrait réorienter les investissements de Belfus et forcer les grandes banques à investir dans le renouvelable, dans la transition écologique, plutôt que dans les énergies fossiles. Ça, c'est par rapport à la première question. Par rapport à la deuxième question, je suis vraiment aussi interpellé dans le sens où les femmes sont souvent davantage victimes, comme vous le dites, des changements climatiques. Et je me rappelle d'une activiste pour les droits, pour l'environnement des Philippines, qui expliquait, qui donne un exemple très concret, mais qui m'a vraiment marqué. Il disait, voilà, il y a eu un typhon il y a quelques années là-bas. Ça a détruit l'agriculture dans une région, dans une île des Philippines. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui se prostituent, en fait, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur ménage. Et donc, effectivement, pour nous, la question de lutter contre le dérèglement climatique et les conséquences du dérèglement climatique et de faire en sorte qu'on ait une politique active par rapport à ça, c'est aussi, ça va avoir pour conséquence de préserver et de protéger les droits des femmes. Qui voudrait prendre la parole pour la suite, pour répondre à ces deux questions? Oui, merci. Oui, mais en fait, j'aime beaucoup entendre en fait les grands discours. De l'argent, il y en a. Voilà, on en cherche. En cas de crise, on en trouve toujours. C'est vrai, en cas de crise, on en trouve toujours, mais oui, mais dans quelles circonstances on les trouve et surtout, quelles sont les conséquences après, en fait? Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Europe elle-même s'est endettée. Les plans de relance, en fait, ça revient en fait à du saupoudrage. Quand on regarde la manière dont ça a été géré ici en Belgique, en fait, c'est pas spécialement glorieux. Et voilà, donc il y a vraiment des questions
très concrètes à se poser sur la manière dont l'Union européenne finance en fait l'ensemble des mesures, où est-ce qu'on trouve l'argent. L'Union européenne, sous cette législature, a essayé d'avancer sur la question des ressources propres, hein, donc c'est essayer de mettre en place en fait toute une série de leviers financiers de manière à lever plus de ressources. Au-delà de ça, en fait, moi, la question qui m'inquiète en particulier, c'est la question des finances publiques belges. Quand je vois le taux d'endettement, quand je vois en fait justement les critères qui sont le fruit d'un consensus au niveau européen, hein, ça n'a pas été décidé sur un coin de table, mais c'est vraiment l'objet de décisions qui s'appuient sur des analyses économiques approfondies. Quand je vois le déficit budgétaire et quand je vois le taux d'endettement par rapport à notre PIB, en fait, on vit au-dessus de nos moyens. Et donc, c'est une réalité avec laquelle on va devoir composer dans les années à venir. Alors, on est bien d'accord sur l'idée d'immuniser les investissements en matière climatique, en matière environnementale, parce qu'on a besoin de faire avancer toute une série de chantiers à ce niveau-là. Mais en attendant, il faudra avoir le courage de regarder dans les yeux nos finances publiques et de prendre les décisions et les mesures qui s'imposent à ce niveau-là. Un mot aussi sur les droits des femmes. En fait, juste vous rappeler qu'au niveau européen, en fait, il y a un plan d'action genre qui, en fait, se décline aussi en matière climatique. Et donc, voilà, dans tous les projets de développement qui sont soutenus au niveau européen, et c'est des recommandations qui sont faites aussi à chacun des États membres, et donc qui s'appliquent aussi pour la Belgique, en fait, il y a cette obligation d'avoir une approche transversale et une approche spécifique pour prendre en compte justement la réalité des femmes qui sont les premières victimes du réchauffement partout sur la planète. Ensuite, Voilà. Oui, on vit au-dessus de nos moyens, mais on vit au-dessus de nos moyens terrestres. En fait, là actuellement, on dépense trop des ressources naturelles, et ça c'est vraiment effrayant. Moi, ça m'effraie plus, parce qu'encore une fois, si on ne peut plus vivre sur cette terre, je ne suis pas certaine que ce soit très important qu'on ait encore des actions, quoi. Il y a eu plusieurs choses qui ont été dites, que je rejoins, les questions d'austérité. Oui, il y a un moment où on va pas pouvoir gérer ça et continuer de gérer ça comme ça, pour pouvoir investir. Moi, je crois très fort dans un futur à une Europe fiscale. Je crois qu'il faut absolument investir notamment sur les questions en fait que les entreprises en fait puissent payer leurs impôts de manière européenne, en fait, qu'il y ait une partie qui revienne là, et qu'on arrête en fait d'avoir des paradis fiscaux en interne de l'Union européenne. Voilà, je sais que c'est pas des paradis fiscaux en tant que tels, mais quand même, l'Irlande actuellement a des règles qui font qu'on va s'installer beaucoup plus facilement là-bas, et donc ne pas forcément payer autant d'impôts que ce qu'on devrait en tant qu'entreprise qui génère en fait des profits sur l'ensemble du continent européen. Je crois qu'il y a une question sur le point des droits des femmes. Oui, il y a un vrai souci sur le fait que les femmes sont les premières touchées par le réchauffement climatique. J'ai écouté, je ne sais plus quel podcast, mais qui disait en fait dans les typhons, dans les inondations et tout, les femmes restent. Elles restent et du coup elles meurent beaucoup plus. Le taux de femmes qui décèdent pendant les épisodes de dérèglement climatique extrême est bien plus élevé que les hommes, et c'est assez effrayant parce que voilà, on continue de ne pas vouloir qu'elle se tue. Une grande partie aussi des migrantes climatiques sont des femmes. Et donc oui, en fait, encore une fois, moi je pense que tout ça en fait est c'est très global. Encore une fois, on ne peut pas avoir une mesure spécifique. C'est pour ça qu'en fait, qu'au tout début, j'avais insisté sur le fait que nous, notre programme, l'écologie et la justice sociale. Et donc, la justice sociale, c'est la justice pour le droit des femmes, c'est la justice pour les personnes les plus précarisées, pour les personnes queer, pour les personnes racisées. En fait, on a besoin d'intégrer tout ça tout le temps. Et donc, d'avoir bien évidemment une perspective genrée
qui est nécessaire, mais une perspective aussi voilà, pour les personnes les plus précarisées, et les femmes font partie de ce public le plus précarisé. On parlait très vite de l'avortement. Juste pour vous donner une idée aussi, il y a une initiative citoyenne européenne qui va être lancée le 24 avril, qui va demander à ce que, non pas à ce que l'avortement soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux, donc ça c'est ce que les États membres vont pouvoir faire suite, enfin, s'ils le font et si ça va jusque-là, moi ce que j'espère. Mais par contre, il y a une initiative citoyenne européenne qui va demander que le financement de la sécurité sociale, en fait, que l'avortement puisse être remboursé en fait partout dans l'Union européenne. Et ça, en fait, le prisme de la santé, c'est quelque chose que l'Union européenne peut faire. Et donc, voilà, moi, je vous invite à signer aussi cette initiative citoyenne européenne qui va être lancée très bientôt et qui est, en fait, pour moi, partie de ces choses-là, parce que l'avortement a un impact aussi pour les personnes migrantes climatiques. Et encore Laura Hidalgo sur ces deux questions. J'avais dit, je pense à la première question ou à la deuxième, c'est que l'Europe ne finançait pas assez la recherche dans le PIB, par exemple. J'avais dit que c'était 2%, 2,3%, alors que le Japon et les États-Unis, c'est 3 ou 3,5%. Ça, c'est la priorité pour l'Europe, c'est d'accentuer dans son PIB la recherche. Et aussi, la semaine prochaine, je pense que, j'ai regardé dans les news, désolé, mais il y a le pacte de stabilité et de croissance, il va être voté au Parlement européen la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, pour qu'il y ait plus de flexibilité sur la transition verte et numérique. Donc ça, c'est aussi à nous de pousser, même si c'est... Enfin voilà, on doit comprendre la politique européenne, mais la majorité, c'est PPE et les socialistes, et les libéraux, nous, on est au milieu avec écolo et PTB, enfin voilà. Mais donc on essaie de faire au mieux. Et pour ce qui est des femmes, il y a pour nous, au niveau de Renew Europe, il y a ce qu'on appelle le pacte Simone Veil, qui moi est une petite bataille que j'ai depuis 2 ans. C'est qu'au niveau européen, on puisse garantir l'accès au travail aux femmes, qu'on puisse garantir aussi ses droits au niveau de l'IVG. Ce pacte Simone Veil, vraiment, il devrait être remis à l'agenda. Pour les femmes et garantir aussi le droit à l'IVG, parce que on l'a vu en Pologne ou même en Hongrie, on se repose des questions alors que ça devrait être garanti dans notre continent. Et la priorité dans le prochain, on va dire, quinquennat, si on peut dire comme ça, de l'Europe, c'est que les femmes et aussi les communautés, comme a dit ma collègue, soient la priorité dans diverses questions. Et qu'on ne laisse pas de côté tout cela, toutes ces questions de genre aussi. Je vous remercie. Alors, donc, c'était un débat très riche. Il y a encore beaucoup de questions. J'aurais aussi encore 1 ou 2 questions à poser, mais je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Mais merci à toutes et tous pour ces échanges effectivement, très vivants et très, très riches. Donc, je vous invite maintenant à un déjeuner léger et à boire des jus, un petit apéritif. Voilà. Merci à tous. Merci au public.